Sur YouTube, on entend parfois qu'il y aurait une preuve de 300 pages que 1 plus 1 égale 2. On entend qu'un certain paradoxe venant de Russell aurait remis en cause la validité de toutes les maths. On entend aussi que si on découvre demain que la théorie des ensembles est incohérente, alors toutes les maths seraient incohérentes aussi. Ces trois mythes ont deux éléments en commun. Ils viennent à peu près de la même période et ils sont tous faux. Ou du moins, très mal expliqués. En fait, ils sont liés à ce qu'on appelle la crise des fondements, une période fin 19e, début 20e. Cette crise est rarement évoquée sur YouTube, mais elle est très importante parce qu'elle va bousculer la vision qu'on a des maths et questionner leur légitimité. Ces enjeux sont tels que son impact est encore ressenti aujourd'hui jusque dans les manuels scolaires et dans la pratique mathématique qui s'en est retrouvé changé à jamais. Donc on va refaire tout ça un peu proprement sur YouTube. Pourquoi fonde-t-on les maths et quels problèmes est-ce que cela pose? Alors déjà, pour voir la crise des fondements, il faut déjà penser à voir ce qu'il y avait avant ça. Ça, inventé en Grèce antique. En fait, la Grèce antique, c'est là où on a la philo qui va être associée aux maths pour la première fois. Parce qu'avant, on faisait déjà des maths en Égypte, en Mésopotamie, mais on répondait à des problèmes concrets. Là, en Grèce antique, on va pas arrêter de répondre à des problèmes. Là, en Grèce antique, on va pas arrêter de répondre à des problèmes concrets. Par contre, on va associer une nouvelle vision aux maths. C'est-à-dire que plutôt que de juste voir les maths comme un outil, en fait, on va les voir comme la recherche de la vérité. Alors ouais, c'est bien gentil, mais quelle vérité? Parce que bon, bah, quand je dis 7 est premier, je fais référence à un objet, le nombre 7. Je fais référence à une propriété, être premier. Alors est-ce que le nombre 7, il peut bien vérifier cette propriété d'être premier s'il n'existe pas? Ah ouais, 7, je vais pas le rencontrer dans la rue. Il peut pas exister dans le monde physique. 7, on parle toujours de 7 baguettes, 7 verres de vin. Bah en fait, 7 tout seul, on sait pas trop s'il peut vérifier la propriété d'être premier, s'il n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose que Platon va penser. En fait, Pythagore et Thalès, sans doute, avant lui, notamment Pythagore avec sa doctrine de tout est nombre. Mais c'est surtout Platon dont on a les documents. En fait, Platon, ce qu'il remarque, c'est que, bah, puisqu'on se réfère pas à un objet physique, eh bien, c'est qu'on doit se référer à un objet abstrait, mais qui existe quand même. Si je dis 7 est premier, 7 existe. Sinon, je peux pas dire que 7 est premier. Je peux le dire, mais ça n'aurait aucun sens. Nous, on veut que ça ait du sens. Donc en fait, 7, où est-ce qu'il existe? En fait, Platon, c'est celui qui va penser le monde des idées. C'est-à-dire que pour Platon, il y a le monde physique et il y a le monde des idées. Le monde physique étant ce que nous on perçoit, le monde visible, etc. Et le monde des idées, c'est un monde de concepts, d'abstractions. Le concept, bah, c'est déjà une abstraction, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a en commun entre cette baguette et cette verre de vin. Donc bah, en fait, cette, il existe dans ce monde des idées. Ah oui, le monde des idées, il est inaccessible. Donc comment ça se fait que je puisse parler de cette? Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait le monde des idées non plus. C'est quelque part entre le monde physique et le monde des idées. Ça fait une interface entre les deux. Et donc ça, c'est la doctrine de Platon qu'on appelle le platonisme, ou encore le réalisme ontologique. Alors c'est réaliste, parce qu'on va considérer que les objets existent bel et bien, et c'est ontologique parce que bah ça asserte quelque chose sur la nature même des mathématiques. Et en tant que telles, en fait, les mathématiques, elles existent indépendamment des hommes. C'est-à-dire qu'elles ont existé avant les hommes, elles existeront après les hommes. En fait, elles sont même indépendantes du temps. Elles vont exister avant l'univers et existeront après l'univers. C'est-à-dire que si jamais l'univers s'effondre et qu'on a un nouvel univers qui se forme, alors en fait, on pourra utiliser les mêmes maths dedans. Les vérités mathématiques, elles ont autant de valeur que les réalités empiriques. C'est-à-dire que le fait que les choses tombent n'est pas moins vrai ou plus vrai que le fait que 7 est premier. Et donc pour Platon, les mathématiques, elles sont découvertes, elles sont pas inventées. On explore un monde qui n'est pas le monde physique, mais qui est tout de même existant et qu'on peut explorer, notamment par la pensée. Le platonisme nous a été transmis par Aristote dans sa Métaphysique, où il reprend l'enseignement oral de Platon et notamment cette phrase. Outre l'existence des choses sensibles et des idées, Platon admet celle des choses mathématiques, donc les nombres, les lignes, les surfaces, les solides, qui sont des réalités intermédiaires, différentes d'une part des choses sensibles, en ce qu'elles sont éternelles et immobiles, et d'autre part des idées, en ce qu'elles sont une pluralité d'exemplaires semblables, tandis que l'idée est en elle-même une réalité, une, individuelle et singulière.
Le platonisme, c'est vraiment une position ontologique qui a un engagement très fort dans la nature de la réalité mathématique. En fait, tout le monde n'était pas d'accord avec le platonisme, justement Aristote. Mais ça a été une posture assez minoritaire dans l'histoire, et donc on va surtout considérer le platonisme. Alors pour aborder la crise des fondements, on va avoir besoin d'un deuxième prérequis, la géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne, c'est la géométrie où la distance la plus courte d'un point à un autre, c'est une ligne droite. En fait, dans les espaces plats. C'est celle que tout le monde fait au collège et au lycée. On la connaît plus ou moins consciemment. On l'applique dans la vie de tous les jours. Cette géométrie, en fait, on l'appelle euclidienne d'après Euclide, même si on la connaissait déjà avant. Notamment en Égypte, à Babylone. On étudiait déjà des triangles et des carrés et des cercles. Donc on a senti qu'on a une nouveauté. On a la philo. Et la philo, ça permet de considérer la nature des mathématiques. Et Platon étant venu avant Euclide, Euclide a sans doute adopté une position plutôt platoniste. Et donc en fait, dans une position platoniste, puisque les mathématiques ne sont pas dans le monde physique, on n'a pas besoin de les ancrer dans des réalités physiques. Donc on devrait pouvoir déduire les mathématiques d'un certain ensemble de propriétés données. Alors pas de toutes, mais ces propriétés données-là, on va les chercher et on va les appeler des axiomes. La recherche d'axiomes, c'est Euclide qui va la faire. En fait, il ne va pas nous présenter ses travaux pour rechercher les axiomes, il va simplement présenter dans les éléments vers 300 avant Jésus-Christ le résultat de son travail. C'est-à-dire que dans les éléments, il va nous donner ses définitions, ses axiomes, et il va démontrer à partir de là toute la géométrie connue avant lui, les 3 derniers siècles. Ces axiomes sont les suivants. Un segment de droite peut être tracé en joignant 2 points quelconques. Un segment de droite peut être prolongé indéfiniment en une ligne droite. Étant donné un segment de droite quelconque, un cercle peut être tracé en prenant ce segment comme rayon et l'une de ses extrémités comme centre. Tous les angles droits sont congruents. Si 2 lignes droites sont séquentes avec une troisième de telle façon que la somme des angles intérieurs d'un côté est inférieure à 2 angles droits, alors ces 2 lignes sont forcément séquentes de ce côté. Et donc, à partir de ces 5 axiomes, des définitions et des règles d'inférence qu'il s'est données par rapport à la logique d'Aristote, Euclide va démontrer près de 465 propositions. Ces propositions compilent tout ce qu'on sait en mathématiques depuis les 3 derniers siècles, depuis Thalès à Euclide. En fait, les éléments, ça va un peu au-delà de ça. C'est un ouvrage qui va codifier la pratique mathématique. Pour écrire des mathématiques, depuis les éléments d'Euclide, on donne les définitions, on énonce les théorèmes, on les prouve, et on donne des exemples. Cette manière de faire des mathématiques est encore d'usage aujourd'hui. N'importe quel livre ou cours de mathématiques est structuré de cette manière. Les éléments ont à partir de là une influence gigantesque sur les mathématiques, au moins sur les 15 prochains siècles. Ils sont traduits en arabe par l'Empire byzantin, puis en latin depuis l'arabe au XIIe siècle. Ils inspirent donc les mathématiciens européens. Par exemple, Fibonacci à l'époque, qui écrit son Liber Abaci, l'ouvrage fait alors office de manuel scolaire pour les siècles à venir. Il est symbolique de ce que sont les mathématiques, si bien qu'en fait, quand les mathématiciens vont réécrire des ouvrages pour présenter les bases dans le domaine des mathématiques, ils vont l'appeler les éléments. Par exemple, les éléments d'Algèbre de Cauchy ou les éléments de Bourbaki. En fait, si la géométrie euclidienne est si importante, c'est parce qu'en tant que première discipline mathématique entièrement axiomatisée, c'est un parfait exemple de ce que sont les mathématiques platoniciennes, des réalités abstraites, intemporelles. La géométrie euclidienne, c'est la perfection mathématique. On ne fait pas mieux. On en arrive donc à la position philosophique standard. La géométrie euclidienne, c'est la preuve de l'existence de formes intelligibles. Plusieurs philosophes, par exemple Hobbes, Spinoza, Leibniz et Kant, écrivent sur la géométrie euclidienne. Ils la voient comme la forme ultime de la connaissance. Newton écrit ses Principia sur la base de la géométrie euclidienne. Elle n'est rien de moins que la reine des mathématiques. Sauf qu'en fait, vous l'avez peut-être remarqué, il y a un des axiomes qui est un peu compliqué. C'est le cinquième. Et cet axiome, il va être remis en question. Alors pas sur son statut de vérité, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas le démontrer à partir des 4 autres axiomes? Alors tout d'abord, quelque chose de plutôt pas mal, ce serait d'avoir un énoncé équivalent un peu plus simple. C'est que Proclus va énoncer, il va formuler l'axiome des parallèles de la façon suivante. Dans un plan, par un point distinct d'une droite, il existe une et une seule droite parallèle à cette droite. Et donc, pour démontrer cet axiome à partir des 4 autres, on va voir plusieurs mathématiciens qui vont mettre la main à la pâte. Malheureusement, sans trop de succès. En fait, parmi eux, Carl Friedrich Gauss va réussir à avoir des résultats, mais qu'il ne publiera jamais pour éviter une polémique. Cependant, ces résultats vont être retrouvés indépendamment par notamment Nikolai Lobachevsky, où il publie en 1929 dans le journal russe Le Messager de Kazan, et aussi par
par János Bolyai en 1832. On a aussi Bernard Riemann dans un travail publié en 1967, un peu après sa mort. Le résultat est le suivant. Si on prend la géométrie euclidienne et qu'on enlève l'axiome des parallèles, bah en fait, on va pouvoir considérer un nombre qu'on appelle courbure. Elle peut être positive ou négative. Si cette courbure vaut 0, on obtient la géométrie euclidienne. Mais en fait, si elle ne vaut pas 0, on obtient autre chose. En fait, on peut l'interpréter avec des parallèles. C'est-à-dire que la géométrie euclidienne, c'est la géométrie où on a une seule parallèle à une droite, passant par un point. Sauf qu'on a deux autres géométries qui apparaissent. On a la géométrie riemannienne, pour une courbure strictement positive, où il n'y a juste pas de parallèle du tout. Il s'agit d'une géométrie qu'on lit elliptique. Et on a la géométrie de Lobachevsky et Bolyai, où il y en a une infinité de parallèles. On a une géométrie qu'on dit hyperbolique, c'est-à-dire sur une surface qui ressemble à des selles de chevaux. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, l'avènement de géométrie non euclidienne, c'est une première étape vers la crise des fondements. C'est pas encore la crise des fondements, mais ça va arriver plus tard. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a une concurrence à la géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne, on a vu tout à l'heure que c'était la reine des maths. On ne sait pas mieux. En fait, c'est pas qu'on a fait mieux, c'est qu'on a fait pareil, mais de façon incompatible avec. Et donc, on a plusieurs reines des mathématiques. Et comment les départager? Est-ce qu'il n'y aurait pas une vraie géométrie? A priori non. C'est-à-dire qu'on peut avoir des critères empiriques. On peut dire que la géométrie euclidienne, c'est ce qui ressemble le mieux à l'intuition, à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Et encore, ça va être remis en question avec la relativité générale. Mais en fait, ça, c'est pas un critère mathématique. L'expérience empirique n'est pas une justification en maths. Et donc, c'est là qu'on va commencer à considérer que les maths, en fait, on va peut-être pouvoir les détacher un peu de l'intuition. On a vraiment plus besoin de l'intuition du tout pour faire des maths. Donc, en fait, si on n'a plus besoin de l'intuition, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir axiomatiser aussi d'autres domaines des maths, avec des axiomes qui vont peut-être pas forcément être très intuitifs, mais avec lesquels on va pouvoir déduire le reste des maths. Et ainsi, on aura la même perfection dans tous les domaines des maths. Alors c'est là que Gottlob Frege initie le programme logiciste. En fait, son idée à Frege, c'est de fonder la totalité de l'arithmétique dans la logique, développée d'abord par Aristote, puis enrichie par des développements ultérieurs, notamment par Boole et De Morgan, qui fournissent un langage algébrique pour écrire les raisonnements. Donc Frege publie en 1879 Begriffsschrift, en français l'idéographie, où il développe un langage formel pour raisonner en termes logiques. C'est donc un précurseur de l'idée de faire des mathématiques avec un langage formel. En fait, avant lui, on raisonnait avec peu de symboles, on faisait beaucoup de phrases, plus, on avait fois, on avait les symboles pour les chiffres, on ne raisonnait pas vraiment avec, on les écrivait pour aller plus vite. Alors Frege publie ensuite, en 1884, Die Grundlagen der Arithmetik, en français, les fondations de l'arithmétique, où il développe davantage sa philosophie. Et enfin, en 1893 et 1803, son plus grand ouvrage, Grundsätze der Arithmetik, en français, les lois basiques de l'arithmétique. Il les écrit en 2 volumes où il construit la totalité de l'arithmétique sur la base unique de la logique et quelques axiomes, notamment par exemple le principe de Hume, qui est en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une bijection. Cependant, dans son ouvrage, parmi ces axiomes, il introduit un postulat qu'il appelle la loi 5 fondamentale, qui est une loi extrêmement importante dans son travail, et qui dit, en des termes un peu modernes, que pour toute propriété, on peut former l'ensemble des éléments qui satisfont cette propriété. Donc en fait, Bertrand Russell, en 1902, il envoie une lettre à Frege qui met en évidence un paradoxe qui porte son nom, le paradoxe de Russell. Je vais prendre la propriété pour un ensemble de ne pas appartenir à lui-même. Donc par la loi 5 fondamentale, je vais former l'ensemble des ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Bah ouais, mais en fait, cet ensemble-là, il peut pas appartenir à lui-même parce qu'on a une contradiction, et il peut pas ne pas appartenir à lui-même parce qu'on a une contradiction aussi. En fait, cet ensemble, il peut pas exister. C'est donc un contre-exemple à la loi 5 fondamentale. En fait, la loi 5 fondamentale, elle peut pas être vraie. Elle est incohérente. Et donc, la théorie de Frege, en fait, elle est incohérente aussi. En fait, le paradoxe de Russell, il était déjà connu avant Russell, mais les mathématiciens s'en foutaient un peu. Parce qu'en fait, quitte à avoir des ensembles qui n'existent pas, bah, il suffit de dire qu'ils n'existent pas, et puis voilà. Il n'y avait pas de loi fondamentale qui les contredite. Juste, on regardait au cas par cas. Donc en fait, Frege, bah, lui, ça lui pose un problème. Parce que lui, il veut fonder l'arithmétique. Et donc, il a besoin que sa théorie, elle soit cohérente. Parce que si sa théorie, elle n'est pas cohérente, il fonde rien du tout. Alors, le paradoxe de Russell, c'est un exemple. Il y a d'autres paradoxes, comme le paradoxe de Cantor, le paradoxe de Berry, qui mettent également à mal la théorie de Frege. Et donc, en fait, c'est là que débute la crise des fondements. Je voudrais insister sur un point, par contre. La crise des fondements, c'est pas un problème mathématique. C'est un problème philosophique. Il intéresse les mathématiciens parce que ça concerne leur domaine quand même, mais c'est pas parce qu'un fondement est en crise que la totalité des mathématiques est en crise. Ceux qui s'intéressent, je sais pas, au calcul des séries, en fait, ça leur fait une belle jambe que la géométrie euclidienne soit pas la seule possible.
ça leur fait une belle jambe qu'on puisse pas former des ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. Ils s'en fichent, en fait. On ne remet pas en cause la validité de ce que eux, ils font. Mais ça dérange les philosophes. Si la géométrie euclidienne est parfaite, comment peut y avoir des géométries concurrentes? Si une théorie qui fonde toutes les maths est incohérente. Donc c'est plutôt les philosophes qui vont chercher à refonder les mathématiques sur des bases plus sûres pour éviter les paradoxes et aussi au passage pour pouvoir fonder les trois géométries en même temps. Alors néanmoins, est-ce que le logicisme est mort? Bah non en fait, parce que Russell c'est plutôt un logiciste. Et en dépit d'échecs de Frege, Russell il va quand même chercher lui-même des fondements. Et donc il écrit avec Alfred North Whitehead un livre gigantesque, Principia Mathematica. En fait, c'est lui, le fameux livre qui contient la preuve de 300 pages que 1 plus 1 égale 2, dont certains aiment se moquer. Sauf qu'en fait, la preuve fait pas 300 pages. C'est juste qu'elle apparaît vers la page 362. Ça dépend des éditions, mais c'est à peu près par là. Et ce qui précède, en fait, c'est pas du tout la preuve qu'un plus 1 égale 2, c'est la mise en place d'un lourd appareil logique et la démonstration d'autres vérités arithmétiques qui arrivent avant 1 plus 1 égale 2. Alors Principia, du coup, ça cherche à fonder la totalité de l'arithmétique sur la base de la logique, de la même manière, mais sans reproduire l'erreur de Frege, qui autorisait trop d'ensembles à exister. Pour cela, Russell et Whitehead mettent en œuvre ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des types. Vulgairement, cette théorie va attribuer un type à chaque ensemble, et elle va restreindre le type de ce qui veut en être des éléments. Si un ensemble est de type n, bah, en fait, il pourra contenir que des ensembles de type n-1. Alors, on va contenir des ensembles de type n-2 ou de type n plus 1. En particulier, les ensembles de type 0, qui ne contiennent pas des ensembles, ils contiennent autre chose, ou ils contiennent rien du tout. Ça marche aussi. À ce jour, la théorie des types, elle tient encore debout. Il n'y a aucune contradiction qui a été trouvée. Sauf qu'en fait, bah, un logiciste pourrait quand même être déçu. La théorie des types prétend se baser exclusivement sur la logique, mais Russell et Whitehead, ils introduisent dans leur fondement logique des postulats qui sont pas évidents quand il s'agit de logique. Alors deux exemples typiques, ce sont les axiomes suivants. L'axiome de l'infini, qui autorise l'existence d'un ensemble infini, c'est pas évident. Et plus grave, l'axiome de réductibilité, qui permet de réduire les propositions d'ordre quelconque à des propositions du premier ordre. Ce que ça signifie, c'est que quand on va avoir des propositions un peu compliquées, on va pouvoir les simplifier. Donc en fait, cet axiome, on va en avoir besoin pour prouver l'existence d'un ensemble récursif, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels. Pour faire de l'arithmétique, on en a besoin. Donc en fait, l'axiome de réductibilité, on va pas trop pouvoir s'en passer a priori. Sauf qu'en fait, il est très difficile à justifier au niveau logique. Et donc c'est avec Principia Mathematica que la doctrine logiciste atteint son apogée et son terme. Sur une note plutôt douce amère en fait. On a un fondement mathématique qui a l'air cohérent, mais il est plutôt insatisfaisant pour un logiciste. Mais au moins, le logiciste nous a apporté l'idée de formuler les mathématiques dans un langage formel, comme on le fait encore aujourd'hui. Alors Principia ayant apporté une réponse à la crise des fondements, on peut en apporter d'autres. Une deuxième réponse, c'est l'école intuitionniste. Elle a été fondée par Lucian Herbetus Jan Gruber, un mathématicien néerlandais. Là où le logicisme va plutôt sauver le platonisme, Brouwer le refuse et va considérer dans sa thèse publiée en 1907, Over de Grundlagen der Wiskunde, en français sur les fondations des mathématiques, que les mathématiques sont des constructions mentales, que les entités mathématiques sont faites par l'esprit, plutôt que des objets abstraits, intemporels, existant indépendamment de l'homme. En conséquence, Brouwer va restreindre les mathématiques. Il va considérer comme une preuve acceptable que celles qui forment des constructions des entités. C'est une réaction qui est donc très radicale, qui revient d'une certaine manière pour restriction euclidienne des constructions géométriques uniquement à la règle et au compas, mais généralisée à toutes les mathématiques. Une preuve intuitionniste, c'est donc un enchaînement d'étapes, éventuellement inachevées, qui constitue l'infini intuitionniste, un infini seulement potentiel. Ça mène Brouwer à développer ce qu'il appelle les suites de choix, menant au théorème du Fan indispensable pour le calcul intuitionniste. En fait, Brouwer va aussi refuser la règle logique qu'on appelle le tiers exclu. C'est-à-dire qu'elle consiste à dire que toutes les propriétés sont soit vraies, soit leur négation est vraie. En fait, Brouwer refuse ça parce qu'une des deux branches ne peut être valide qu'une fois qu'on l'a construite. Le tiers exclu, par exemple, le raisonnement par l'absurde, celui-ci est aussi rejeté par les intuitionnistes. Les mathématiques intuitionnistes remettent donc en question aussi la notion de vérité. Pour eux, ça n'a pas de sens de lire une proposition qu'elle est vraie ou fausse. On dira plutôt qu'elle est prouvable ou qu'elle est contradictoire. Et pour affirmer l'existence de quelque chose, en fait, il faut pouvoir en construire un exemple précis. Par exemple, le théorème des valeurs intermédiaires ne fournit pas cette construction. Il est donc refusé par les intuitionnistes, qui en échange en ont donné une version constructive plus faible. Un exemple typique d'une preuve non constructive, c'est l'existence de deux nombres irrationnels, x et y, tels que x puissance y est rationnel. La preuve typique fonctionne en considérant x et y valant racine de 2,
est de séparer deux cas. Soit racine de 2 puissance racine de 2 est rationnelle, quel cas bah, c'est bon puisque racine de 2 est irrationnelle, soit racine de 2 puissance racine de 2 est irrationnelle, et dans ce cas on va considérer racine de 2 puissance racine de 2 puissance racine de 2. En fait celui-là il vaut 2, qui est rationnel, et donc on a un exemple valide. Cette preuve qui est valide en mathématiques classiques, elle n'est pas considérée valide pour les intuitionnistes. D'abord parce qu'elle utilise implicitement le tiers exclu, en supposant que racine de 2 puissance racine de 2 est soit rationnelle, soit pas rationnelle, sans que ce soit construit. Comme réponse à la crise des fondements, l'intuitionnisme, c'est plutôt convaincant, parce que ça évite complètement les paradoxes qui ont mis à mal la théorie de Frege, puisqu'il faut construire les objets. Donc, en fait, un objet qui ne peut pas exister parce qu'il produit des contradictions, et il peut difficilement être construit. Sauf qu'en fait, ça présente quand même un problème majeur, c'est que ça restreint beaucoup les mathématiques. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas faire en logique intuitionniste. Et puis on va pas se mentir, les grands intuitionnistes, bon, elles sont assez élégantes, mais elles sont assez reloues aussi. Donc l'intuitionnisme reste une position assez minoritaire aujourd'hui. Mais elle a trouvé une niche. Il s'avère qu'une preuve intuitionniste, elle est équivalente à un certain programme dans des langages de programmation fonctionnels. Et donc en tant que tel, l'intuitionniste est très répandu dans l'informatique théorique par exemple. Notamment dans les assistants de preuve, comme Coq et Lean, qui peuvent vérifier la validité formelle de preuves constructives. Les mathématiques intuitionnistes proposent également aujourd'hui des fondements. Par exemple une théorie appelée l'homotopy type theory, qui est motivée par la certitude informatique des preuves. Il y a une troisième réponse à la crise des fondements, qui est très opposée à l'intuitionnisme. Il s'agit de la doctrine formaliste. Elle est en fait la plus répandue aujourd'hui, même si différemment par rapport à la première forme historique, d'abord développée par David Hilbert. En fait, en réponse à la crise des fondements, Hilbert va d'abord chercher la consistance et la cohérence des mathématiques, plutôt que de se dire qu'il y a des vérités pures et objectives. Il s'agit donc pas de refonder les mathématiques, mais plutôt de vérifier que les théories mathématiques ne se contredisent pas toutes seules. Ainsi, les trois géométries se valent. Cela qu'elles sont toutes les trois cohérentes a priori, même si elles ont des applications différentes. Hilbert va donc chercher à démontrer la cohérence et la consistance de toutes les théories mathématiques. Pour ça, il va lancer son programme, le programme formaliste. Ce programme, il le lance dans Grundlagen der Mathematik, en français, les fondements des mathématiques, qui vise à réécrire toutes les mathématiques à l'aide de symboles. C'est-à-dire qu'il les met dans des systèmes formels, de telle manière à montrer que de façon métamathématique, c'est-à-dire avec des outils au-delà des maths, qu'il n'y a pas d'incohérence. En fait, il fait comme les logicistes, lui, plutôt que de proposer des nouveaux fondements, il va d'abord regarder est-ce que formellement ça marche. Le slogan de Hilbert, qu'on retrouve gravé sur sa tombe, est alors Wir müssen wissen, wir werden wissen. En français, nous devons savoir, nous saurons. Hilbert commence par la géométrie euclidienne, en la reformalisant avec 20 axiomes, purement faits de symboles et de relations logiques. Brouwer s'oppose fermement à Hilbert, qualifiant son programme de symbolisme vil. Du programme hilbertien découle naturellement l'absence d'objets mathématiques, l'inexistence totale de réalité abstraite, qu'elle soit dans un monde abstrait ou dans le mental, ce que Brouwer ne peut accepter. Malheureusement, l'espoir d'Hilbert ne va pas durer bien longtemps, puisque dans les années 30, Kurt Gödel va démontrer ces deux théorèmes d'incomplétude. Le premier dit qu'une théorie récursive, capable de formuler l'arithmétique, ne peut pas être à la fois complète et cohérente. C'est-à-dire qu'en fait, si elle est cohérente, il y aura des énoncés qui ne pourront être ni démontrés, ni réfutés. Le second dit qu'une même théorie, si elle est cohérente, ne peut pas démontrer qu'elle l'est. Ces deux théorèmes donnent donc l'impossibilité d'être certain de la cohérence des théories mathématiques usuelles. Le problème de Hilbert est donc fondamentalement irréalisable. On ne saura jamais si nos mathématiques sont cohérentes, sauf si elles ne le sont pas et qu'on trouve une incohérence. Je voudrais à nouveau insister sur un point qui est important. Si on démontre un jour que nos théories des fondements sont incohérentes, ça ne voudra pas dire que toutes les mathématiques le sont. C'est quelque chose qu'on entend parfois sur YouTube et qui est faux. Seulement, ça voudra dire qu'on devra chercher les nouveaux fondements. L'incohérence de la théorie des ensembles, par exemple, ne remet en cause que la théorie des ensembles, pas, par exemple, l'analyse. En revanche, si on découvre que l'analyse est incohérente, là, on va avoir des problèmes, puisque tout ce qui peut fonder l'analyse est incohérent de même. Certains vulgarisateurs aiment prétendre le contraire pour un effet dramatique, mais c'est faux. Il faut faire attention à ça. Enfin, tout ça, c'est bien gentil, mais le formalisme est tout de même une théorie fondamentale des mathématiques. Les géométries ont beau exister côte à côte, elles ont plusieurs actions en commun. Il serait de bon goût qu'une théorie unificatrice puisse formuler des modèles de chacune de ces géométries, de même que l'arithmétique et les autres domaines mathématiques, de telle sorte à objectiviser les mathématiques. Vient alors la fameuse théorie des ensembles, usuellement ZFC, du nom de ses fondateurs Ernst Zermelo et Abraham Frankel, puis C pour l'axiome du choix. Elle n'est pas spécifiquement formaliste, mais elle est parfaitement compatible avec cette philosophie. La théorie ZFC a pour but de dépasser la théorie des ensembles naïfs, initiée par Cantor et Dedekind dans les années 1970, et pour fonder les mathématiques, elle doit éviter les paradoxes liés aux ensembles,
qui ont mis à mal les travaux de Frege. Pour rappel, les paradoxes de Russell, Cantor et Bell. Elle restreint la formation des ensembles qui peuvent exister, de telle sorte à tenir face aux paradoxes à l'aide des schémas d'axiomes, dits de séparation et de remplacement. Et la théorie LFC est ainsi aujourd'hui la théorie standard pour fonder les mathématiques.